Stéphane Bern est en ligne avec nous. Bonjour Oui. Stéphane. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Comment allez-vous? C'est la question qu'on pose en premier maintenant. Enfin, on l'a posée déjà beaucoup avant, mais encore plus. Comment allez-vous, cher Stéphane? Moi, ça va. Je dois dire, je suis pas à plaindre parce que j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Je me suis confiné là depuis, ça va faire 2 mois. J'étais venu voter juste à la campagne et j'en suis jamais reparti. Donc au moins, j'ai des poules qui me font des œufs et je suis très bien. Maintenant, voilà, ce qui est difficile, c'est de plus pouvoir tourner. Enfin, je travaille dans mon bureau, mais tout va bien, franchement. Oui, vous allez bien et vous êtes donc confiné à la campagne. Vous êtes sur une radio concurrente et vous animez votre émission, vous aussi, confiné, c'est ça? Oui, exactement, avec une ligne qu'on m'a installée. Donc je peux faire du radiotravail. Il y a que le télétravail qui est difficile, puisque faire de la télé. Enfin, cela dit, peut-être que les chaînes vont changer parce que maintenant on fait tout avec son téléphone portable. Absolument, vous voyez comment les émissions s'adaptent, qui veut gagner des millions, Cyril Lignac maintenant, voilà, tout se fait à domicile. Alors là, pour les 2 émissions dont on va parler, ce serait un petit peu plus compliqué. Laissez-vous guider, la folle aventure du Paris Haussmannien, donc que vous présentez avec votre compère Laurent Deutsch, absolument. Et puis le 16 mai, l'Eurovision Europe Shine a Light. Alors à préciser que déjà, laissez-vous guider, la folle aventure du Paris Haussmannien, ça a été tourné avant évidemment la crise du Covid. Exactement, ça a été tourné l'été dernier, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Il faisait d'ailleurs très très chaud dans Paris. Et puis il y a toute une partie, donc on nous voit déambuler comme ça dans Paris et on reconstitue en 3D avec la réalité augmentée des monuments parisiens qui ont disparu, où on voit la construction aussi de l'Opéra Garnier par exemple, mais également le Palais Omnibus qui était cette chose incroyable au Champ de Mars. On découpe la façade d'un immeuble haussmannien, on se revive les grandes heures des Champs-Élysées et des Halles Baltard, enfin le trou des Halles avant. Et tout cela c'est en 3D. Et c'est une promenade, j'allais dire touristique et très amusante. On apprend plein de choses en se divertissant avec Laurent Deutsch, qui est aussi intarissable que moi. Et donc c'est une sorte de défi qu'on se lance de celui qui en saura le plus et pourra en raconter le plus aussi. C'est vraiment. Et les images sont incroyables. On a pu voir la reconstitution, enfin les images de reconstitution sont absolument sidérantes. Ah oui, c'est sidérant. Oui, il n'y a pas d'autre mot parce qu'on est très étonné par la qualité, par le réalisme de ces images. Exactement, et c'est assez fabuleux techniquement, c'est une prouesse technologique parce que ça nous permet aussi de rentrer dans les monuments qui sont ainsi reconstitués. On pouvait les montrer avant, mais on ne pouvait pas y entrer et continuer à jouer notre rôle. Ce qu'on continue à faire dans l'émission. Ce qui est fabuleux, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le Paris de Haussmann, c'est la plus grande révolution dans Paris depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est vrai que Paris était devenu un coupe-gorge, il fallait absolument mettre de la propreté, de l'hygiène. Il y avait déjà des risques d'épidémie à l'époque et donc il a fallu installer tout un réseau d'eau, les égouts, le gaz, mais aussi la voirie n'existait pas. Donc on a créé tout ça, c'est le baron Haussmann à la demande de Napoléon III qui a fait cette révolution et depuis Paris n'a pas vraiment changé au fond. Oui, quand on voit effectivement... Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, lorsqu'on regarde l'émission, on voit bien que on a hérité en fait du baron Haussmann et tout le côté sanitaire et de façon de circuler dans les rues de Paris, on le doit au baron Haussmann. Mais il faut dire en effet, Valérie, que les images elles sont incroyables parce que la réalité augmentée permet aussi de rentrer dans des bâtiments tels qu'ils étaient avant. C'est-à-dire que maintenant on peut les visiter vieillis et parfois en ruine. Là, c'est tel qu'ils étaient avant. Vous les voyez quand vous tournez ou vous savez dans quelle image vous êtes, on vous raconte et vous tournez et c'est fait après? Non, on a les deux. Alors on tourne d'abord sans qu'il y ait rien. Si on voit la différence, je pense toujours à cette histoire aux Halles, par exemple, devant la canopée, devant le trou des Halles. Enfin, pardon, mais on a construit des choses immondes. Valait mieux garder valait mieux garder nos pavillons Baltard. Enfin bon, bref. Et donc ensuite, vous tournez, on vous montre sur une grande caméra, enfin un grand écran, on vous montre les pavillons de telle sorte qu'on puisse se repérer et d'avoir des marques comme ça qui nous permettent de
déambuler. Et on voit la différence entre la réalité d'aujourd'hui et ce qu'étaient les monuments qui ont disparu. Mais vous savez, c'est grâce ou à cause de la destruction des pavillons des Halles Baltard qu'on a protégé, notamment il y a eu Mick Jagger, il y en a beaucoup qui se sont mobilisés dans les années 70 pour protéger la gare d'Orsay. Faute de quoi, on aurait détruit la gare d'Orsay, et adieu le musée qui aujourd'hui fait l'une des gloires de notre capitale. Non, c'est une histoire de Paris Haussmann, c'est absolument fascinant. Le plan de découpe racontait comment on vivait dans les immeubles haussmanniens et comment on vit toujours cette mixité sociale entre le rez-de-chaussée et les chambres de bonne, comme on les appelait au dernier étage. C'est fascinant, j'ai appris 1000 choses et ça m'a passionné, et y compris d'aller voir le fantôme de l'opéra. Comment est-ce que vous travaillez? Ah oui, comment est-ce que vous travaillez avec Laurent Deutsch? Vous la préparez comment, l'émission? Et oui, que je voulais savoir comment fonctionnait votre duo. Déjà, est-ce que vous vous voyez en dehors? Ou est-ce que vous êtes copains? Est-ce que vous détestez? Non, on ne déteste pas, on est copains dans la vie. En même temps, je le vois modérément parce que d'abord il est très occupé et il fait hurler de rire. On se prétend ni historien ni l'un ni l'autre, je le rappelle. Oui, vous avez été attaqué, critiqué, effectivement. Moi je suis animateur télé et lui est comédien. Point. Voilà, et puis on met pas nos idées. Quand on fait des émissions, on essaye de faire rêver et rire ou amuser ou intéresser le public, point. Ça s'arrête là, on n'a pas d'autres ambitions. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on se prépare en amont, chacun étudie sa partie, et puis ensuite, on se concerte, mais on se garde des biscuits, on se garde des munitions pour se surprendre l'un l'autre. Et alors, on ne sait pas à quel moment l'autre va dégainer ses munitions parce qu'on est un peu cabot, évidemment. C'est une sorte de défi permanent et de challenge. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette émission. C'est la promenade de deux compères qui ont les mêmes passions pour l'histoire et le patrimoine et qui essayent de raconter en s'amusant. Vous avez découvert, vous avez appris des choses ou pas en préparant cette émission? Ah oui, par exemple, le Palais Omnibus, je n'en avais jamais entendu parler. Non, absolument. Cette gigantesque construction au Champ de Mars de 1867, c'était pour l'exposition universelle de cette époque, et c'était un palais aux proportions démesurées, c'est ce qu'il a détruit d'ailleurs. Je l'ignorais, et au fond on a construit après la Tour Eiffel en 1889 en pensant la détruire aussi, et puis on a gardé la Tour Eiffel, mais on n'a plus le Palais Omnibus. Mais je ne savais absolument pas qu'il existait, je n'avais jamais entendu parler. Et vous l'avez reconstitué, il a été reconstitué pour l'émission. Ah mais c'est le gigantisme à la française. Hein. Ouais. C'est incroyable. On va dire je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose sur le Champ de Mars. C'est vraiment à découvrir. C'est une balade, c'est du... Alors juste secret d'histoire, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus tourner? Alors j'en ai tourné quelques-uns, il y en a un qui est diffusé lundi sur France 3 à 21h, c'est sur Sainte-Thérèse de Lisieux. J'ai pu tourner, et c'était unique au monde, j'ai pu tourner dans le Carmel. Les sœurs carmélites m'ont autorisé à y entrer, donc je suis entré au Carmel, c'est avec la bénédiction, si je puis dire, de l'évêque, et vraiment ça a été un moment très émouvant d'être dans la basilique, de raconter l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une des saintes, en même temps c'est un secret d'histoire, c'est pas secret de religion, c'est pour ça qu'elles nous ont autorisé, et j'ai fait un Beethoven, mais il manque un ou deux sujets, donc il va être diffusé, je l'espère, assez vite. Et puis, je suis bloqué par... j'ai 6 secrets d'histoire qui devaient se tourner, l'un à Turin, l'autre à Bruges, un autre... là, évidemment, les voyages. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On remet à l'année prochaine les secrets d'histoire à l'étranger et on va tourner des secrets d'histoire en France. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup à faire. On tourne les jours de fermeture, donc il suffit qu'on garde les règles sanitaires avec l'équipe technique, et puis voilà. Mais bon. Vous regrettez pas d'être passé de France 2 à France 3 parce que vous aviez plus de monde? J'ai un vrai rendez-vous. C'est-à-dire que sur France 2, on diffusait des secrets d'histoire de façon un peu bouche-trou, si vous voulez. C'était sporadique, voire erratique. Il n'y a pas de rendez-vous. Là maintenant, il y a un vrai rendez-vous. On sait que c'est le lundi soir. Alors, il y a beaucoup de rediffusions, mais écoutez, je suis assez frappé parce que chaque rediffusion fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc, si vous voulez, au bout du compte, quand
vous additionnez, là maintenant, elle a fait au moins 10 millions de téléspectateurs, Louis XIV en est à 20 millions. Donc moi, ça m'enchante où les gens les regardent, ou en tout cas, ils les découvrent pour la première fois. Je trouve que c'est bien sur le service public de mettre des émissions qui sont divertissantes et en même temps c'est de l'histoire. Il y a plus tellement c'est grand public, et c'est ce que vous réussissez à faire, c'est-à-dire à nous emmener, à nous prendre par la main et à nous faire découvrir l'histoire de façon ludique, et donc on apprend tout en se divertissant, et c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Évidemment, j'ai la partie classique, d'autres sur la chaîne font la partie contemporaine, ça répond un peu, je sais que Alexis Corbière de temps en temps me reproche de ne parler que des royautés. D'abord, je lui répondrai que d'une part c'est ce qui marche le mieux malheureusement, et que même sur France Télévisions il faut faire de l'audience un minimum, vous voyez, sinon on garde pas les gens dans les cases, hein. Et que chaque fois que j'ai fait Danton, Robespierre, les femmes de la Révolution, le public boude un peu. Et d'autre part, comme j'ai la partie classique, c'est toute la partie avant la Révolution en général, et donc évidemment il y avait moins de République. Mais cela dit, c'est vrai que c'est intéressant de faire partager ma passion de l'histoire avec le public sans donner de leçons, sans prendre parti d'aucune façon, et c'est un rendez-vous maintenant tous les lundis soirs. Alors, juste quelques mots quand même, on va parler de l'Eurovision, Europe Shine a Light, ce sera le 16 mai, on sait que l'Eurovision 2020 qui devait se dérouler à Rotterdam... Oui, on a privé Stéphane Bern de Coffee Shop, il doit être déçu. Voilà, vous ne pourrez pas aller, vous ne pourrez pas aller à Rotterdam. Non, je ne peux pas aller à Rotterdam. Je fais ça depuis un studio de France Télévisions. Écoutez, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Et donc, pour maintenir la continuité du concours, il y a une grande émission qui est faite par l'UR, donc les chaînes publiques européennes. C'est de faire un grand concert, une grande émission que sur France 2, on va améliorer, j'allais dire, parce que le faisceau est donné pour 2 heures, de 21h à 23h. Nous, on va prendre l'antenne un peu avant. Je serai entouré d'anciens commentateurs de l'Eurovision et puis de chanteurs, de stars françaises ou internationales qui ont participé à l'Eurovision. Et puis ensuite, après le show, pendant lequel les artistes pourront interpréter une partie de leur chanson. Évidemment, sur 2 heures, on n'a pas le temps de tenir un spectacle qui normalement dure 4 heures. Donc, il y aura des extraits, des clips, et tous les artistes vont chanter tous ensemble une chanson, Shine a Light. Et puis enfin, Philippe Tudier a fait un documentaire sur l'histoire de l'Eurovision qui sera diffusé en deuxième partie de soirée sur France 2. Donc c'est toute une soirée d'Eurovision. Et puis on se donnera rendez-vous à Rotterdam l'année prochaine, en 2021. Et ben voilà, écoutez, il y a encore du boulot. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Stéphane Bern. Donc on vous retrouve ce soir, laissez-vous guider la folle aventure du Paris Haussmannien. Stéphane Bern, Laurent Deutsch, avec des images en réalité augmentée qui sont époustouflantes. Vous allez découvrir plein de choses. Merci beaucoup. Et puis le 16 mai, on aura l'occasion d'en reparler. Eurovision, Europe Shine a Light. Portez-vous bien Stéphane Bern.